Bienvenue à Aéroport Express. Encore une fois, cette semaine, c'est juste moi et André. On va présenter quelques sujets. Claudia et Greg sont toujours extrêmement occupés avec leurs projets sur leur compagnie. Donc, je suis votre hôte Olivier Lacombe et bienvenue donc. Donc, trois sujets pour moi aujourd'hui. En fait, deux sujets sur deux avions, trois sujets sur deux avions différents. Un retour sur un crash des F-35 dont on avait parlé dans un des aéropods standards. Donc, le 19 mai 2020, à la base de Eglin, en Floride, un F-35 s'est écrasé en approche. Il y a un rapport qui est sorti. Donc, on sait que vous aimez ça quand on fait un suivi sur les accidents d'avion. Donc, voici le suivi de cet accident-là. Et ce qu'on va remarquer là-dessus, c'est que vraiment, le F-35 a essayé de tuer son pilote ça allait vraiment pas bien ce soir-là. Donc, il y a 6 facteurs qui ont contribué à l'accident de l'avion. Donc, les accidents d'avion, c'est jamais un seul facteur, c'est souvent plus. Donc, un facteur plus un autre qui vont mener à un accident. Donc, dans ce cas-ci, on a 6 facteurs. Donc, l'horizon était mal aligné dans le casque. On a parlé dans le spécial sur le F-35 que le casque du F-35 est spécial. Il y a un écran à l'intérieur du casque et les informations de vol sont superposées à la vue extérieure pour le pilote. Donc, il n'y a nul besoin d'utiliser un collimateur tête haute. En fait, il n'y en a juste pas. Et puis, dans ce cas-ci, l'horizon était mal aligné. Et puis, le pilote, ça a amené un peu de confusion. Ensuite, l'affichage était trop clair dans le casque. Et combiné à l'humidité qu'il y avait à l'extérieur, ça a fait en sorte que le pilote était désorienté. Lorsqu'on vole un avion avec un collimateur tête haute, un HUD, comme on dit en anglais, c'est important de régler la luminosité le plus faiblement possible pour que ça reste utilisable. Il faut vraiment que les informations soient superposées sur ce qu'on voit à l'horizon et non que les informations du collimateur soient prépondérantes, soit comme au premier plan. Sinon, ça peut vraiment. Le collimateur vient masquer ce qu'il y a à l'extérieur. Et de mon expérience, de ce que j'en ai utilisé, effectivement, c'est vrai. Donc, il faut vraiment venir régler cette luminosité-là de façon appropriée. Ensuite, avec l'horizon qui n'était pas aligné et le collimateur, le viseur de casque était trop brillant, il y a eu une sursaturation d'informations pour le pilote. Donc, le pilote n'arrivait plus à traiter cette quantité d'informations-là. Et ce qui a fait que il était trop vite sur l'approche, environ entre 30 et 50 nœuds sur l'approche. En plus de ça, le système d'oxygène du F-35 est différent des systèmes qu'on va retrouver sur le F-16, F-18, A-10 et autres F-15. C'est un système à la demande, donc il n'y a pas d'oxygène qui est envoyé vers le pilote. Et lorsque le pilote prend une respiration, et là, l'oxygène va être fourni au pilote. Versus d'autres systèmes où le système est à la pression. Donc, il y a toujours de l'air qui s'en va vers le pilote et il suffit d'ouvrir la bouche puis l'air rentre. Donc, c'est pas le cas sur ce système-là. Donc, ça fait que ça fait en sorte que on est beaucoup plus fatigué. En fait, les pilotes rapportent souvent d'être beaucoup plus fatigués juste du fait de l'effort que ça demande de respirer. Donc, il faut vraiment c'est comme boire avec une paille, dans le fond. Il faut vraiment créer une succion pour que là, le liquide, dans le cas de boire avec une paille, ou dans ce cas-ci, l'oxygène arrive à nos poumons. Donc, la combinaison de l'horizon qui était mal aligné, donc le pilote n'arrivait pas à avoir la bonne pente. L'avion est arrivé de façon beaucoup trop abrupte sur la piste. L'avion a touché les 3 roues à la fois sur la piste. Et cet atterrissage 3 points-là causé un rebond sur l'avion. Et là, le pilote a tenté tant bien que mal de corriger ce rebond-là. Et ça a mené à un phénomène de cheval de bois ou de marsouinage, c'est un autre terme, où l'avion rebondit sur le nez, sur le train d'atterrissage principal, sur le nez, train d'atterrissage principal, et ainsi de suite. Et à un certain point, le pilote a décidé que ça ne servait plus à rien. Là. Donc, il s'est éjecté avant de se faire extrêmement mal. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec cet accident-là. On va rester dans les F-35. Le système ODIN vient d'être approuvé. C'est en fait une mise à jour ou un ajout au fameux système ALICE de Autonomous Logistics Information System qui traite toute la maintenance du F-35. Et le système ALICE, sur une période de 2 ans, a accumulé 4700 problèmes. Donc 4700 défaillances ou erreurs qu'il fallait corriger.
Donc, c'est immense. Donc, vous vous souvenez, quand on parlait dans le spécial sur le F-35 qu'on a fait avec Greg, le système Alice a tendance à assigner des avions qui sont en état de vol, de dire qu'ils n'étaient pas en état de vol et de dire que les avions qui n'étaient pas en état de vol étaient bons de vol et les pièces, telle pièce n'est pas bonne, mais il faut la changer, mais elle est bonne dans le fond. Donc, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Donc, Odin, c'est une plateforme sur le nuage et des applications qui aident les opérateurs, les exploitants à améliorer la performance de l'entretien de l'avion. C'est 50 plus Alice est 50% plus rapide avec Odin que sans Odin, donc c'est pas anodin. Et Alice aussi, il y a quand même un facteur de volumétrique, donc de poids. Si on doit être déployé, exemple sur un navire, dans le cas des Marines ou de l'armée américaine, la marine américaine, ou tout simplement l'aviation américaine, la US Air Force qui déploie un escadron d'F-35 doit traîner Alice avec lui-même. Donc, un module Alice pèse 800 livres et Odin, c'est 2 modules et les 2 modules pèsent 70 livres chaque. Donc, on passe de 800 livres à 140 livres. Donc, c'est une nette amélioration. Les liens de tout ça vont être dans justement dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou en ligne. Et finalement, mon dernier point, si on veut, le 28 septembre a été annoncé un contrat de Textron pour la livraison de 12 T6C Texan II à la fin 2022 pour la force aérienne thaïlandaise. Donc, c'est le nouvel appareil qui va assurer l'entraînement des pilotes thaï. On parle d'un contrat de 162 millions. Les 2 premiers avions vont être livrés en vol à la base d'entraînement de l'aviation thaï en Thaïlande. Et les 10 suivants vont être démontés, mis en des boîtes et expédiés, probablement par la voie des airs ou par navire. Ça reste à voir. Donc, c'était mes sujets. Je passe maintenant la parole à André. Qui a des sujets très intéressants pour nous encore cette semaine. Donc, et je vous parle au retour. Donc, à toi, André. Merci Olivier pour ta présentation qui nous provenait du fin fond de ta Laconie natale. Pour ma part, les événements que j'ai retenus cette semaine pour l'Aéropod Express, il y a Bombardier qui s'est entendu avec la compagnie Jetex afin de s'installer à Singapour. Bombardier est déjà présente à Singapour et au centre de Seletar. Et Jetex va fournir des services au sol aux clients de Bombardier qui vont venir porter leur avion ou venir le chercher. Ça ajoute un service de FBO, si on veut, au centre d'entretien de Bombardier à Singapour. Et vous remarquerez que depuis 1 an, les annonces qui nous viennent de Bombardier, c'est pratiquement juste du développement du service après-vente pour l'aviation d'affaires. C'est le secteur d'avenir, c'est ce qui va probablement générer le plus de revenus et de profits, pas de revenus, pardon, mais de profits ou des profits supplémentaires dans les prochaines années chez Bombardier. Donc, on continue, puis il faut s'attendre à ce qu'on ait d'autres annonces de ce genre-là dans l'année à venir. Alors, de B, on passe à C, Comac. Tout le monde connaît un petit peu, je pense, l'ARJ-21, donc l'avion régional de Comac, qui vole depuis maintenant près de 3 ans, dont le développement puis la mise en service a été très long. Comac a annoncé cette semaine qu'elle avait signé une entente avec la compagnie de sièges français Explicit. Explicit va fournir ses nouveaux sièges ThaiSeat E2 pour l'ARJ-21. ThaiSeat E2 d'Explicit, c'est un siège qui est fait en composite, donc en fibre de carbone et en titanium. C'est un siège ultra léger qui, par exemple, Nolinor l'utilise pour ses 737 NG de OWG. Et on parle d'une réduction de poids de 50% par rapport à ce qui se faisait avant sur le 737 NG. Donc, pour l'ARJ-21, c'est une grosse réduction de poids qui vient de s'ajouter. Et lentement mais sûrement, Comac améliore son ARJ-21, qui ne sera jamais un avion super performant ou super léger, mais qui lentement mais sûrement rattrape, si on veut,
comble une partie du retard que cet avion-là avait sur les avions occidentaux. Mais ce qui est certain, c'est que l'ARJ-21, c'est l'avion du futur pour les transporteurs régionaux en Chine. Pas du futur, mais c'est l'avion qui va être livré dans les prochaines années pour le transport aérien régional en Chine. Embraer qui espère toujours percer le marché chinois avec le 275 ou le 175. Je pense qu'ils peuvent faire une croix là-dessus. Là. C'est pas l'intention de la Chine puis de Comac. De la Chine, pardon, de laisser les étrangers vendre des avions régionaux en Chine. C'est un développement intéressant. Ça permet, et on voit comment Comac apprend lentement mais sûrement. C'est ce que j'ai retenu d'eux autres. Finalement, j'aimerais parler un petit peu de Porter Airlines, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle maintenait ses avions au sol jusqu'au 15 décembre. Donc, pas de reprise des vols chez Porter Airlines avant le 15 décembre. Remarquez qu'on s'attendait à quelque chose du genre parce que, entre autres, l'ACSTA, l'Agence canadienne de la sécurité des transports aériens, avait annoncé qu'elle fermait définitivement son centre de contrôle de sécurité et des douanes son centre de contrôle de sécurité, oui, à l'aéroport de Billy Bishop, donc au sud de Toronto, sur l'île. Alors, le fait que l'ACSA fermait son centre de service-là et de contrôle de sécurité, ça laissait sous-entendre qu'ils ne s'attendaient pas à une reprise des vols commerciaux de Porter pour un petit bout de temps. Faut comprendre que Porter Airlines, c'est une situation un peu particulière par rapport aux autres compagnies canadiennes. En 2017, Porter Airlines a vendu le terminal de Billy Bishop à une entreprise privée. Et suite à cette vente-là, Porter Airlines a payé tous ses dettes. C'est-à-dire que les emprunts sur les avions et autres équipements, elle a tout remboursé. C'est devenu une entreprise qui n'avait plus de dettes. Donc, quand tu n'as pas de dettes, que tu as juste tes coûts d'opération normaux, ben c'est beaucoup plus avantageux de fermer ou d'arrêter tes opérations. Tu perds moins d'argent dans ce temps-là parce que tu n'as pas besoin de rembourser, de faire des paiements à tous les mois ou de négocier avec la banque. Donc, c'est plus avantageux pour Porter Airlines de garder les avions cloués au sol. Ça veut dire que tant et aussi longtemps qu'il y aura des restrictions de voyage au Canada et surtout, c'est avec la frontière américaine. Donc, tant qu'on va maintenir la restriction avec les États-Unis pour les voyages essentiels seulement, Porter Airlines va garder ses avions cloués au sol. Alors, voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine. À la prochaine! Et merci André, fort intéressant comme toujours. Donc, en conclusion, petite nouvelle comme ça, il y a le lancement de capsule Soyouz cette semaine avec 3 astronautes qui sont allés à la station spatiale. Fait intéressant, c'est le lancement et l'arrimage le plus rapide. C'est à peu près 3 heures ça a pris du moment qu'ils ont lancé de Baïkonour, qui ont décollé de Baïkonour et qui se sont arrimés à la station spatiale. Donc 3 heures, c'est un record. Donc on voit à quel point le système et les opérations pour la capsule Soyouz pour se rendre à la station spatiale, c'est rendu à un niveau de maturité impressionnant. Donc, pour moi, c'était tout pour cette semaine. On devrait revenir très rapidement avec un aéropod de format standard. D'ici là, on va continuer avec les express pour vous tenir au courant. Donc, on vous rappelle de partager nos podcasts, nos vidéos. Si vous n'êtes pas fait, abonnez-vous. Cliquez j'aime sur les vidéos sur YouTube. Même si vous écoutez en format audio, c'est apprécié. Si vous allez cliquer j'aime sur les vidéos, ça aide. Ça fait en sorte que les vidéos sont plus faciles à découvrir. On est plus facilement découvrable avec l'algorithme, tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut!